Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live en direct de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Et aujourd'hui, le thème, ce sera la communication de crise dans les hôpitaux liégeois, CHU, CHR, CHC. Alors, s'il y a bien un service de communication, effectivement, qui a été mis sous pression cette année, depuis février dernier, eh bien, c'est celui des hôpitaux, bien sûr. Être l'interface entre un personnel soignant qui est débordé, qui vit des conditions de travail extrêmement difficiles, et devoir répondre sans cesse à de multiples, des centaines de demandes, d'appels des journalistes, et qui, à travers eux, bien sûr, de l'opinion publique, pour connaître en fait le baromètre, l'état des lieux de l'occupation des lits d'hospitalisation, eh bien, ce ne fut pas une mince affaire, un équilibre difficile à réaliser. Et c'est jour après jour que ces communicants de nos hôpitaux ont dû réaliser cet exercice. Alors, pour en parler justement avec nous aujourd'hui, nous avons les représentants des 3 plus grands groupes hospitaliers liégeois. On va commencer ici par Louis Marette, qui est directeur de la communication du CHU de Liège. Bonjour. Autour, évidemment, de l'hôpital universitaire du Sartillement, qui est le navire amiral. À côté de Louis, Marianne Lebrun, qui est donc, elle fait partie du service communication du CHC, le centre hospitalier chrétien, avec le navire amiral, c'est le Mont-Légia, depuis un an. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et puis nous avons Antoine Gruselin, qui est lui relation presse du CHR, centre hospitalier régional Citadelle, avec l'hôpital de la Citadelle, bien entendu. Bonsoir. Voilà. Alors, je vais démarrer tout de suite sur la première question. Communication de crise, oui. Est-ce qu'on est préparé, Louis Marette, à un tel déferlement? Donc, on est préparé à la communication de crise parce que ça peut arriver. Mais une communication de crise qui dure aussi longtemps, évidemment, on n'y est pas préparé. Donc, il faut répéter les gestes qu'on a prévus pour des situations de crise ponctuelles et les faire prolonger, les rendre pérennes. Et ce n'est évidemment pas simple. Marianne Lebrun, est-ce que vous avez étudié ça, cette crise-là, dans un livre, durant vos études? Moi, personnellement, non, je n'ai pas étudié cela. Et ce qui était très difficile, c'est que c'est une communication de crise par rapport à un virus qu'on ne connaît pas et que personne ne connaissait. Donc, on a dû tout apprendre très vite. Vous aussi, au CHR, je suppose? Moi, je dirais qu'il y a vraiment eu 2 phases. En fait, la première phase, c'est une communication en temps de crise. C'est-à-dire que l'hôpital n'était pas en crise. C'est le monde extérieur qui l'était. On n'était pas débordé. Ça a été très, très touchy, mais on y arrivait. Mais la deuxième vague a été effectivement une communication de crise où là, on a été submergé, vraiment submergé. Et donc, effectivement, les réponses n'étaient pas du tout les mêmes et on ne les apprend pas dans un livre. Ben voilà, on veut justement y revenir avec cette chronologie de la crise. Donc on se souvient que l'affaire a démarré en Chine, mais chez nous, plus exactement, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de ce fameux virus, Louis Marette? On était en plein congé de carnaval. Et je pense que c'est le jeudi de la semaine de congé où on a eu les premières réunions en disant attention, il se passe quelque chose. Et donc les premiers groupes de crise se sont formés avec les personnes présentes. Vous savez, pendant les congés, les équipes ne sont pas toutes représentées. Elles sont toutes représentées, mais pas par le plus haut niveau. Et donc on a préparé le terrain et le lundi, la première réunion de crise a eu lieu dès le retour. C'était, rappelez-vous, pendant les vacances de carnaval en février dernier. C'est la même chose chez vous? Oui, le scénario est un peu le même. Je me rappelle de cette première réunion à laquelle le service communication a été convié. C'était le vendredi 28 février 2020. J'étais disponible, j'y suis allée et voilà, j'ai été enrôlée dans cette aventure du Covid. Et c'est vrai que... Voilà, toutes les autorités étaient représentées et à partir du lundi, on a mis aussi sur pied un comité de crise qui s'est réuni quotidiennement et voilà, ça dure encore maintenant. Antoine Gruselin, on se souvient que là, c'est les vacances de carnaval. On sait qu'il y a des cas en Lombardie. On sait qu'il y a des Liégeois qui sont au sport d'hiver à ce moment-là. Et pourtant, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est vrai que déjà en janvier, quand ça se passe à Wuhan, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose. Donc, du côté des achats, par exemple, il va quand même avoir cette tension qui va arriver. Ils vont dire on va quand même acheter un peu plus. Et puis, rien ne se passe, effectivement. Les gens rentrent de sport d'hiver, bien heureux. Et jusqu'à, effectivement, nous, on aura notre premier cas suspect le 6 mars. Donc, jusque-là, on est un peu
même pas la fleur au fusil. Je pense qu'on est toujours sur la plage en train de bronzer. Et après, ça va arriver d'un coup. C'est un tsunami qui va vraiment débarquer. Et comme mes collègues le disaient, on ne sait rien. On ne sait rien de ce virus. Et donc, je me souviens vraiment, les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois, on va tous tâtonner, tous. Voilà, justement, on va y arriver. Donc, on est là maintenant au début mars de l'année dernière. Et quand est-ce que ça démarre vraiment au CHU de Liège? Alors, moi, j'ai une anecdote pour le premier patient en Covid qui arrive, parce que c'est un moment clé, parce que si vous ratez la communication sur le premier, vous êtes en difficulté pour tous les autres. Et donc, je me vois à la réunion, on dit, le premier cas Covid est là, et autour de la table, quelqu'un dit, écoute, parlons-en demain, n'en parlons pas encore aujourd'hui, comme ça on va gagner un jour, pour la pression, parce qu'il y a déjà assez de pression comme ça, et si on rajoute la pression médiatique, que les professionnels de la santé ne connaissaient pas. Avoir des journalistes qui viennent du monde entier pour voir ce qui se passe, ça n'arrive pas fréquemment. Et donc à ce moment-là, je dis, mais la priorité de la communication de crise, c'est d'abord informer le personnel. Parce que le personnel, quand vous êtes dans des entreprises de 4, 5, 6 000 personnes, mais si vous dites à la télé quelque chose qui est contraire à la vérité et que le personnel qui, lui, connaît la situation, se dit, c'est pas vrai, il y en a un. Alors, on les a convaincus en disant, écoutez, si vous faites ça, vous allez rompre la confiance de votre propre personnel dans votre propre communication. Et donc, il faut dire que nous avons le premier patient Covid. Il faut dire qui c'est. Il s'avère que c'était un arbitre de boxe qui était assez connu, enfin, qui a eu tout un cas et qui s'en est sorti après. Ça a été le premier transféré à Anvers aussi. Donc, il y a toute une histoire autour de ce monsieur-là. Mais c'était vraiment un moment clé. Parce que si on ratait ça, le climat de confiance avec le personnel était rompu. Et donc, on n'a pas raté ça. Et donc, je pense que la première leçon de la communication de crise, c'est d'abord informer le personnel. Et prioritairement, et par tous les moyens possibles pour qu'il soit informé, parce que le bouche à oreille fait un immense dégât s'il est négatif. Marianne Lebrun, vous vous souvenez aussi de votre premier patient Covid ? Oui, tout à fait. C'était le 6 mars. Le premier patient, c'était à la clinique de l'Espérance à l'époque, puisque nous n'avions pas encore déménagé à la clinique du Mont-Légien. Et là où je rejoins tout à fait Louis Marette, c'est que nous, notre optique a toujours été d'informer le personnel avant d'informer l'extérieur. Et donc, dès le 3 mars, nous avons mis sur pied une newsletter coronavirus qui a été quotidienne pendant très longtemps. On est arrivé au numéro 79. Dans cette newsletter, on abordait toutes les informations pratiques, mais on avait aussi la situation du groupe santé CHC ce jour. Donc on reprenait tous les jours le nombre de tests qui avaient été effectués d'abord, et puis les cas positifs ou suspectés positifs. Antoine Gruselin, ce fameux premier patient, c'est aussi le début de l'afflux de demandes de la presse qui vient aux nouvelles ? Ça va venir graduellement. Et donc, nous, la première, elle a 62 ans, où effectivement, le médecin lui dit, c'est pour montrer, quand on voit ça rétrospectivement, elle lui dit, vous êtes la première. Et elle lui répond, ça me fait une belle jambe. On est encore dans cette idée que, c'est une mauvaise grippe. Après, elle va rester 7 jours sous oxygène et puis elle pourra rentrer. Mais donc, effectivement, au début, personne ne connaît. Et donc, on se dit, ça va pas aller trop. Ça va aller. Bon, ça va aller. Et puis, ça va pas aller. Mais au début, la presse vient, mais de manière vraiment ponctuelle. Il n'y a pas cet afflux, ça va venir après. Ça va venir, j'ai envie de dire, peut-être 3-4 semaines après, où là, mais ça vous connaissez mieux que moi le métier, mais à un moment, il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus que ça, on sera au centre des médias, et les médias n'auront plus que ça à mettre, puisqu'il va y avoir le confinement, il va y avoir... Le monde va s'arrêter. Et donc, on devient au centre du monde médiatique, et ça, c'est vrai que ça va être une pression supplémentaire. En plus, que Louis Marette disait, on doit protéger nos équipes, on doit les informer, les protéger aussi par rapport aux journalistes qui ont besoin d'informations. On est là pour ça, mais c'est vraiment une double pression puisqu'on est hors de marteau et l'enclume à ce moment-là. Est-ce qu'on passe de 1 à 10, par exemple, dans les demandes de la presse du jour au lendemain ? Pas tout de suite. À mon avis, il a fallu 2 ou 3 semaines. Et le moment clé, c'est les images de la TV italienne où on voit les camions qui transportent les cercueils à Bergame. Et ça... Donc peut-être qu'on a une communauté italienne très forte à Liège, c'est bien connu, et ça a créé un choc. Je vous jure, on ne se rendait pas compte, et à ce moment-là, tout s'est déclenché. Et alors, oui, de 1 à 10, mais vous croyez que c'est de 1 à 10, arrive en deuxième vague, quand nous devenons
nous devenons la Lombardie d'Europe. Et à ce moment-là, ce n'est plus de 1 à 10, c'est de 1 à 100. Et donc, de 1 à 10, on était encore content, on pouvait gérer. Ça a été après, mais incroyable, incroyable. On racontera des histoires avec la presse américaine qui débarque. Et pour nous, ça, même quand on a beaucoup d'expérience, c'est quand même quelque chose de particulier. On va y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais vous demander, voilà, vous parlez du personnel d'abord. Est-ce que le personnel a peur ? Bien sûr, au début, il y a la peur, il y a l'inconnu, comment prendre en charge les patients atteints de Covid, il faut des procédures. Donc oui, bien entendu, il y a la peur, mais ça s'est fait très naturellement. Il y a eu une grande solidarité interne. Évidemment, nous, on avait aussi notre déménagement des 3 cliniques liégeoises qui se regroupaient à Montlégien. Donc ça a été très fédérateur et le Covid a un peu bousculé toutes les priorités et donc on s'est consacré à l'essentiel, la prise en charge des patients Covid. Mais la peur, oui, bien sûr, elle était là. Tout le personnel était mobilisé parce qu'il y en a aussi qui avaient peur de contracter ce fameux virus. Donc, est-ce que vous avez dû intervenir à ce niveau-là Non, je pense que Marianne le dit, il y a une solidarité vraiment exemplaire, externe et interne à l'hôpital qui va se créer très rapidement. Et puis de nouveau, on est au début, et donc au début, ce sera différent à la deuxième vague. Mais à la première vague, on ne sait pas ce qui nous attend. Et d'un autre côté, certains ont effectivement eu peur, ça c'est tout à fait normal. D'autres, je prends notre cas au service communication, je pense qu'on n'a même pas le temps de se poser cette question-là. Louis le dit, on se retrouve avec des demandes. Je pense qu'on ne se pose même pas la question, est-ce que c'est dangereux ? Puisque de toute façon, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ce qui se passe et donc on y va. Je pense qu'on a été dans toutes les salles, on a créé une solidarité avec les secteurs très très sous tension, donc les soins intensifs, les urgences, puisqu'on y était tout le temps avec des journalistes parce qu'on voulait faire rentrer les journalistes. Et ça a été vraiment quelque chose d'important. Et je reprends, moi quand j'étais jeune à 15 ans, j'ai découvert la guerre du Golfe à 15 ans. On l'a découvert, cette fameuse guerre propre. C'est-à-dire la première fois on arrivait avec une guerre où il n'y a pas de mort, puisque tout se faisait et la presse était loin. Et je pense qu'inconsciemment ici on a voulu dire, mais c'est pas ça, il faut que les gens sachent. Et le seul média qui était capable de le faire, c'était les médias, justement. C'était pas les réseaux sociaux, c'était les journalistes qui pouvaient venir raconter l'histoire. Et donc, on a voulu vous faire rentrer tout de suite, tout le temps. Et c'était pas du sensationnalisme, c'était dire ce qu'il se passe à Bergame, c'était pas ce qui se passait à Liège, mais en tout cas, on n'en était pas loin. Et donc ça, nous devions le dire, et c'est pour ça qu'on a fait rentrer et les journalistes et les photographes. C'est pas habituel, ça, comme technique. Normalement, les médias ne rentrent pas dans les hôpitaux, dans les salles d'hospitalisation. Alors nous, la stratégie n'a pas du tout été celle-là. Ils entraient dans les unités Covid, mais ils ne sont pas rentrés en première vague dans les soins intensifs. Parce que l'axe stratégique de la communication, c'est que l'hôpital, il est là pour soigner. Donc normalement, on ne parle pas des décès. D'ailleurs, vous verrez, dans la communication du CHU, on n'a jamais parlé des décès. Le nombre de décès, on laissait ça à Cienzano parce que ça avait du reste pas de sens de communiquer. Parce que si on disait au CHU, il y a eu 3 morts et qu'à la Citadelle, il y en avait eu 2 et qu'à Saint-Joseph, au CHC, il y en avait eu 4, on dirait... Et donc, ça n'avait pas de sens parce que ça dépend de tellement de facteurs. Et donc, nous, on a décidé, et c'était une stratégie, de ne pas communiquer sur les décès et donc pas d'image négative. Et donc, on n'a pas mis de journalistes en soins intensifs en première vague. Je rajoute à ça un deuxième point qui était important. La grosse difficulté, c'est pas la presse écrite, parce que ça, on a des réponses qu'on peut répéter à tout le monde, et c'est la même, et en fonction de la question, on module. Mais sur la presse audiovisuelle, ils ont besoin de personnes qui parlent. Ils ont besoin de témoignages. Et donc, dès le premier moment, on a choisi qui allait aller sur RTB et qui allait aller sur RTL. Parce qu'on a des personnes qui parlent différemment les uns des autres. Le message était chaque fois concerté. Et puis, on envoyait sur la RTB Christelle et on envoyait Lucia Botson sur RTL. Et ça s'est très bien passé. Et on n'a pas eu de hiatus dans la communication. Il n'y a pas des gens qui disaient le contraire sur une chaîne ou sur l'autre. Est-ce que vous avez connu la même chose aussi ? Est-ce que vous avez fait rentrer les journalistes dans vos salles ? Oui, tout à fait. Les journalistes ont été bien accueillis. Le personnel soignant s'est rendu disponible pour les recevoir. Évidemment, on avait aussi beaucoup de demandes pour des images, puisqu'on rentrait dans un tout nouvel hôpital, tout beau. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un attrait supplémentaire par rapport à nos infrastructures. Mais ils ont toujours été bien accueillis. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes, mais surtout
à la deuxième vague, puisque là, Liège était vraiment pointé du doigt comme épicentre de la pandémie. Donc, mais est-ce que le personnel qui est déjà débordé, qui vit des situations difficiles, est-ce qu'il se prête volontiers, comme ça, à répondre à des questions des journalistes, ou on doit les forcer un peu? Non, forcer, on ne les fera jamais. Donc, j'ai dit, on était là pour les protéger. Nous, on a fait le choix de dire à un moment, ce sont les gens de terrain qui vont parler, parce que je pense que beaucoup avaient des choses à dire. Alors, il y en a qui sont naturellement aptes à le faire et qui ont envie de le faire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réservés. Ça, c'est simplement, c'est comme ça. Mais on a toujours eu des gens qui étaient prêts à parler, et toujours dans le respect, effectivement, de ce qui devait être dit. Bon, la parole n'a jamais été, évidemment, privative. Mais c'était pour nous important que des gens qui sont sur le terrain disent ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent. Mais certaines fois, effectivement, et je rejoins Louis Marette sur le sujet, c'est qu'il y a des équipes, notamment audiovisuelles, où à un moment, on a dû mettre le holà parce qu'on se rendait compte que ça allait aller trop loin. Ce n'est pas de la faute des journalistes, mais la fatigue accumulée de leur travail et leur donner ça en plus, on devait à un moment accepter. Donc, ce n'était pas fermé vraiment qu'ils ne parlent plus, mais c'était un moment, ils nous disaient, on a besoin de faire autre chose pour le moment, et on le comprenait, et les journalistes l'ont toujours compris. Antoine Gruselin a parlé tout à l'heure qu'effectivement on parlait plutôt des médias traditionnels et pas des réseaux sociaux. Est-ce que c'était pas aussi, on n'était pas vos partenaires en situation pour expliquer aux gens la réalité de la maladie pour qu'ils respectent finalement les gestes barrières? En période de crise, on a encore plus besoin de la presse qu'à d'autres moments. Et plus on avance, avec plus les réseaux sociaux prennent de l'importance, plus on a besoin de journalistes qui font le travail. Parce que sur les réseaux sociaux, on lit de tout et de n'importe quoi. D'où l'importance de la communication interne, parce que les infirmiers, la moyenne d'âge de l'infirmière ou de l'infirmier et les maximum 30 ans, ce sont des gens qui ont quasi tous un mur Facebook. Et donc, ils diffusent des informations. Et donc, il était important pour nous que ces personnes-là qui savent, puisqu'elles sont au cœur du problème, elles puissent démentir ceux qui, dans leur propre relation, mais si vous multipliez par 3000 plus le nombre de gens, ben, vous avez couvert tout Liège vite fait. Et donc, il était très important de les informer là-dessus pour qu'il y ait, par les professionnels de la santé, une réponse aux entre guillemets, délire fréquent sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est comme ça que nous, on a tenté de le résoudre. Il faut savoir que le personnel du CHU a son propre mur Facebook. Donc c'est un mur interne dans lequel on a un contact direct avec 3600 des 6000 personnes. Et donc les autres, c'est les médecins qui ne sont pas sur Facebook, et ceux-là, ils ont un autre canal d'information. Donc en 2 clics, on sait contacter tout le monde. C'était quand même ce qui était le plus important, je veux dire, pour la population, c'est de voir que ces malades, ces morts existaient vraiment. Hein, on ne manipulait pas les chiffres. Hein. Donc est-ce que vous avez utilisé la même technique chez vous ? Donc au niveau, vous parlez des réseaux sociaux, oui. etc. Donc nous avons utilisé les réseaux sociaux, nous, uniquement pour donner des instructions concernant les restrictions de visite, les visites qui étaient de nouveau ouvertes, des consignes pour les consultations, etc. Mais nous partagions aussi des articles qui nous étaient consacrés. Mais voilà, on n'a pas fait un usage hyper abondant des réseaux sociaux. Non. C'était plus de la mise à jour d'informations à destination des patients. Avant de passer à cette fameuse deuxième vague, hein, donc il y a eu un moment important qui s'est déroulé, c'est cette solidarité de la population vis-à-vis du personnel soignant. On a vu donc tous ces gens qui à 20h sortaient de chez eux, allaient à leurs fenêtres pour les applaudir. Comment est-ce que ça a été perçu, ça, dans les hôpitaux ? Ça a été un bol d'oxygène, vraiment, un bol d'oxygène. Et quand on est dans un hôpital qui est finalement renfermé sur lui-même, puisqu'il n'y avait plus de visites, il y avait plus, donc on était vraiment dans un navire qui navigue dans nos troubles, mais on est seul. Et donc, ces applaudissements, ces dons, on a eu énormément de dons, mais c'était du plus petit au plus grand. On a eu des petits restaurateurs qui amenaient ce qu'ils pouvaient simplement pour le personnel soignant. Tout ça a fait un bien fou. Et lorsqu'on est à bout, qu'on est fatigué, on a des photos mémorables. On a une bénévole photographe qui est venue pendant 5 semaines vraiment shooter tout ça. Et on s'est retrouvé avec des photos où vous avez un moment des gens qui font des micro-siestes de quelques secondes dans l'ascenseur, parce qu'on en est là, à ce moment-là, quand on est dans cette crise. Eh bien, tous ces dons,
toute cette solidarité, on les voyait. Chez les gens, on disait, mais heureusement qu'ils sont là. Et on en verra plus tard, mais la deuxième vague a été complètement différente. Oui, mais justement, pour toujours la première, ça a fait du bien au personnel, ces manifestations? Oui, beaucoup de bien, d'autant qu'il n'y avait pas seulement ça, il y a eu aussi l'opération Blues, où nous avons 3000 couturières bénévoles qui sont venues coudre 53 000 blouses. On est dans les pénuries, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de blouse au début, c'était quand même un peu olé olé. Et donc cette solidarité-là, pratique, physique, bénévole, elle a vraiment fait beaucoup de bien. Et je voudrais revenir 2 secondes sur la communication vers le personnel. C'est effectivement... on a aussi eu des photographes, mais ceux qui sont restés dans les unités pendant un temps plus long, on a eu aussi une demande d'un cinéaste, Christophe Hermans, qui a fait le film qui a été présenté au Festival Images et Santé, qui a fait un film de 75 minutes, c'est sur la première vague, qui s'appelait En attendant la deuxième vague, parce que son film sur la deuxième vague va être encore beaucoup plus hard. Eh bien, donc il a appelé vers le 15 mars pour voir s'il pouvait rentrer dans l'hôpital. Alors il nous a fallu au moins 10 jours pour convaincre les équipes, aller discuter avec elles. Et lui a dû se faire admettre, ce qui fait que le film a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions dedans, parce qu'il s'est fait tout petit, on ne voyait plus la caméra, et il s'est vraiment intégré dans les équipes. Et tout ça, ça a calmé le personnel, ça lui a montré qu'il était au cœur des préoccupations. Et tous les chocolats, les pâtisseries, tous les pizzas qui arrivaient tous les jours, c'était effectivement quelque chose qui était hyper bien apprécié. Tu as connu le même phénomène au Mont-Légier? Oui, tout à fait. Beaucoup de dons et de partage, que ce soit du secteur de l'ORECA, mais aussi de particuliers avec des dessins d'enfants, des lettres d'encouragement, etc. Mais beaucoup plus en première vague. Je dirais bien quasiment pas en deuxième vague. Parce qu'après, malheureusement, je ne vois plus les gens qui applaudissent aux fenêtres, hein, bien sûr. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, quand on laisse entrer les caméras dans des salles comme ça, est-ce qu'on côtoie, pour des gens qui côtoient la mort, qui côtoient les personnes malades, est-ce qu'ils ne sont pas habitués à ce voyeurisme, en quelque sorte, des médias? Comment ont-ils réagi? Alors... Il faut voir les journalistes aussi. Voilà, un journaliste n'est pas l'autre, et donc il y a des côtés plus voyeuristes que d'autres, donc tout ça est important. Mais c'était souvent dans le respect. Honnêtement, 99% ça a été dans le respect. Et après, lorsqu'on voulait des images que nous on estimait ou que les soignants estimaient qu'il ne fallait pas faire, on dialoguait avec les équipes simplement en disant là non, ils ne veulent pas pour ça et pour ça. Il y a le respect. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les patients n'ont pas leur mot à dire. Les familles ne sont pas là, ou elles sont à l'extérieur, puisque les visites sont interdites. Donc tout ça est à prendre en compte. Mais vraiment, on a eu, je vais peser mes mots, mais une presse bienveillante. C'est pas dire une presse qui allait dans notre sens. C'est une presse qui comprenait cette urgence et qui à la fois comprenait cette tension dans laquelle on était et acceptait à un moment de dire ok, là on va reculer un petit peu parce qu'on comprend bien qu'on pourrait gêner. Donc honnêtement, il n'y a pas eu ce côté voyeuriste, on l'a jamais eu. On a toujours senti que c'était cette notion d'expliquer aux gens ce qui se passait à l'intérieur. Il n'y a pas eu ce problème-là non plus au CHU de membres du personnel qui ont dit que vous alliez trop loin dans vos demandes? Non. En fait, la situation de la presse était assez particulière. Au début, ils ne voulaient pas rentrer dans l'hôpital. Donc, ils étaient en dehors dans les parkings, ils ne voulaient pas rentrer. Ils avaient ils avaient même des housses plastiques sur les micros. Enfin, c'était au début, ils ne voulaient pas rentrer. Et puis, ça n'est qu'avec le temps qu'ils ont commencé à être un peu plus téméraires. Et donc, oui, chez nous, ils avaient l'occasion de poser des questions aux personnes et on essayait de les orienter, puisque comme ils en parlaient tous les jours, puisque la crise durait, bien aujourd'hui, on lui disait, tu ne ferais pas un sujet sur les brancardiers, ou tu ne ferais pas un sujet sur le personnel d'entretien, tu ne ferais pas un sujet sur les appels téléphoniques, tu ne ferais pas un sujet sur la personne qui fait les soins palliatifs et qui accompagne les derniers moments. Et donc, à la fin, tout le personnel de l'hôpital qui était contacté, qui était en contact avec le Covid, il est passé à la télé. Hein. Et donc ça, globalement, c'était très bien. Donc le personnel en a été valorisé.
et au CHC Montlégia. Je me souviens d'une fois où vous aviez invité la presse dans les salles Covid, mais sans pouvoir prendre d'images. Et puis, c'était la consigne qui avait été donnée. Et à un moment donné, le directeur de la salle dit « Allez-y, prenez des images ». Et on voit apparaître comme ça une série d'images dans les salles Covid. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais en fait, on a décidé d'ouvrir nos salles parce que le personnel soignant était d'accord. La presse a été tout à fait respectueuse. On n'a pas eu de problème. Les consignes étaient données. Les journalistes étaient chaque fois accompagnés. On n'a pas eu de soucis. Donc, on a essayé aussi de diversifier les intervenants, ne pas toujours solliciter les mêmes médecins, les mêmes infirmiers, chefs, etc. Donc, essayer d'avoir un panel un peu plus large d'intervenants pour la presse. Donc, oui, ça s'est bien passé. Et l'un de vous trois, vous avez eu parfois des plaintes de patients qui se sont retrouvés dans le journal, à la télévision, qui n'auraient pas voulu? Non, honnêtement, je n'en ai pas souvenir. Nous, on leur pose la question avant. Et avec la presse internationale, si on en reparle tout à l'heure dans la deuxième vague, eux, ils sont beaucoup plus respectueux des consignes. Vous dites, c'est 10 minutes après, ils sont dehors, hein, parce qu'ils sont drillés à ça. Les nôtres, ils restent un peu plus longtemps et on n'a peut-être pas... Et puis, quand la situation est tendue, on dit, tu as 5 minutes, voilà, vas-y, fais tes images, ton interview, mais tu as 5 minutes, quoi. Et c'était respecté. Je veux dire, les gens comprenaient parce qu'ils étaient eux-mêmes... Pour Christophe Hermans, qui a fait le film, son preneur de son, il est sorti, il ne savait plus prendre le son tellement ce qu'il a pris était poignant. Hein, donc, il y a eu des journalistes, effectivement, qui sont sortis un peu en pleurs de certains reportages, ça, on l'a su. Donc, on a une période d'accalmie, souvenons-nous-en, hein, cette période bénite où les restaurants ont rouvert leurs portes pendant l'été. Et puis alors, badaboum, on est à mi-octobre, je pense, et puis ça devient catastrophique. Et là, c'est pas 1, c'est x10, quoi. Ben là, je ne vais pas citer son nom, mais il y en a un qui a dit que Liège était le Bergame de l'Europe. Et donc après, ça a pris des proportions. Ça commence par TV5, Euronews, et puis Deutsche Welle, et puis les Anglais, et puis les Américains. Et donc c'est progressif. Et donc, je crois que la consigne était la même partout. Nous n'étions pas le centre ceux qui ont vu Bergame, les gens mouraient dans les couloirs, dans les hôpitaux liégeois et belges et européens proches. On ne mourrait pas dans les couloirs. On n'a à aucun moment dû trier, toi, c'est dommage, non. Mais la deuxième vague, on est vraiment passé. Le pic était. On était au max. Le pic était le max. Si le pic avait encore gagné, je ne sais pas comment on faisait. Il y avait d'ailleurs une sorte de vedette de la télévision américaine qui est venue au CHU, qui est venue avec un fameux Barnum, apparemment. Vous sauriez raconter? Oui, très rapidement. Donc, les TV américaines ne travaillent absolument pas comme nous. Elles ont un reporter vedette, hein, mais une star, qui vient avec 2 vannes noires, comme quand le président se déplace. On leur réserve des places dans le parking, il arrive, il commence par se maquiller, le journaliste, c'est des trucs incroyables, quoi. Et puis il a son preneur de son et 2 caméramans et une production. Ils sont à 5, et puis ils rentrent dans l'hôpital. Et le coup positif, c'est qu'on a fait un appel qui va les encadrer. Et le chef du service des urgences, Sacha Gizen, il a fait sa spécialisation à Boston. Donc, il était vraiment l'homme qu'il fallait. Et donc, dans un Américain tout à fait parfait, il a guidé le journaliste. Et alors, il est resté 4 heures dans l'hôpital. Il a fait le tour de tout et il a terminé aux soins intensifs. Et à un moment, il dit, est-ce que je peux rentrer dans une chambre de soins intensifs? On était en deuxième vague. Hein, parce que dans une chambre, il y a un gars qui regardait et qui avait l'air réceptif. Et on lui faisait des gestes et il répondait comme ça. Et puis le journaliste américain dit, mais est-ce qu'on peut aller l'interroger? Et puis Sacha demande au chef de l'unité, et puis le chef de l'unité va le trouver. Oui, est-ce que vous voulez bien? Oui, pas de problème. Il rentre, et puis ça se passe exactement comme ceci. Le journaliste parle au gars en français, parce qu'il parle un peu le français, le journaliste américain, et puis il traduit en direct pour l'équipe, pour les téléspectateurs. Et puis le gars dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite rentrer le plus vite possible à la maison. Il dit, you want to go home? Et puis, thank you, merci. Et puis le gars, il dit,
Joe Biden président qui crie. C'est comme ça. Alors, il n'est pas passé dans le reportage, le Joe Biden président. On lui a demandé, après tu peux nous l'envoyer, tellement c'était. Mais tout le monde riait, quoi. Mais il allait sortir. Il y avait des bons moments quand même. Il allait sortir le lendemain. Vous auriez aussi une anecdote qui s'est passée avec lors d'un reportage ou pas? Il y a parfois des angles donc effectivement, les journalistes anglo-saxons ont une méthode complètement différente. Donc on a notamment, et aux soins intensifs, des Anglais qui ont refait 10 fois la scène parce qu'il fallait que ce soit bien scénarisé. Donc ça, c'est complètement étonnant. Mais à côté de ça, on a France 2 qui est venu pour nos bénévoles. Alors ça, c'est étonnant parce que finalement, on va être un peu chauvin, mais à Liège, on aime recevoir, on aime aider. Et donc, le bénévolat fait partie de notre ADN, je pense. Et donc, on a eu plus de 600 bénévoles qui sont venus, l'ont fait avec grand plaisir et il y en a qui sont toujours là. Mais France 2 s'est déplacé en disant on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu des bénévoles qui venaient dans un hôpital en période de crise, donc on va venir les filmer. Et donc des gens qui effectivement, et donc il y avait un journaliste tunisien en fait qui n'était plus journaliste mais qui était maintenant chez nous en tant que bénévole. Eh bien il a été interrogé, donc je pense qu'il a eu entre guillemets son heure de gloire dans une situation qu'on n'aurait jamais pensé qu'une télévision française viendrait pour filmer nos bénévoles, mais ça montrait à quel point c'était étonnant. Et comme toujours, à Liège, on est très humble, et donc on se dit, c'est quoi l'info? Apparemment, il y avait une excellente info pour les Français. Voilà, cette deuxième vague, on l'a compris, ça a été costaud. Et maintenant, comment est-ce que vous réagissez? Parce qu'on est peut-être à l'aube d'une troisième vague, et on a l'impression que la population en a un peu marre de toutes ces restrictions et de toutes ces mesures. Bon, on l'a vu encore à Liège récemment, toutes ces concentrations de jeunes qui veulent revivre. Quelle est l'ambiance dans les hôpitaux par rapport à ça? Est-ce qu'on trouve que c'est trop tôt? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il faut encore serrer les coudes? Notre personnel est un peu excédé parce qu'il ne comprend pas bien et il se dit que les citoyens n'ont pas la mémoire très longue. En deuxième vague, la province de Liège a transféré 200 patients Covid. 200 patients Covid envoyés dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Et la capacité de la province de Liège en lits de soins intensifs, c'est 200. Et donc, on avait 200 patients de trop. Et aujourd'hui, nous avons les soins intensifs de Bruxelles qui sont à la saturation, du Hainaut qui arrive, qui sont transférés chez nous parce que la situation en province de Liège était meilleure au niveau des infections. Et donc on a accueilli, puisqu'ils nous ont accueillis il y a 4 mois, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne les accueille pas. Et donc il y en a qui arrivent, hein, je pense que tous les hôpitaux maintenant en ont l'un ou l'autre, ou peut-être plus que nous on en a 2, mais bon, il y en a un peu plus dans les autres hôpitaux. Et par rapport à ça, on se dit, qu'est-ce que vous avez la mémoire courte? Parce que entre le moment où vous faites la fête, où on s'assied sur les règles, et le moment où ça arrive à l'hôpital, et le moment où ça arrive en soins intensifs, il y a des délais qui sont quasi connus. Le seul changement, c'est la durée, c'est l'impact des vaccins. Bon, par exemple, aujourd'hui, on n'a plus personne qui vient des maisons de repos parce qu'ils ont tous été vaccinés. Et donc, ça marche. Mais donc, ici, dans 10 jours, on va avoir un palier, sans doute, dans les unités normales. Marianne Lebrun, chez vous aussi, le personnel, il est excédé de voir que la population ne respecte plus autant les règles qu'avant? Je dirais surtout que le personnel souffre de lassitude, de stress. Bon, maintenant, c'est vrai qu'au sein même de l'hôpital, 75 à 80% des personnes sont vaccinées, donc ça va un petit peu mieux chez nous. Mais oui, on ne comprend pas l'attitude des gens, on ne comprend pas leur non-adhésion, tout en ayant bien conscience que ça fait 1 an qu'on leur demande d'adhérer aux mêmes gestes barrières. Donc c'est humainement compréhensible. Et vous avez alors comme ça maintenant beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment qui sont des anti-vaccins ou qui sont des complotistes. Ils disent que quelque part cela n'a jamais existé. Il y a de quoi sortir de ses gonds pour le personnel soignant.
Ben là, de nouveau, on peut compter sur la presse parce que ces dernières semaines, honnêtement, j'ai eu beaucoup de journalistes qui traquent les fake news. Et donc, c'était systématiquement. On dit qu'à Liège, vous avez très peu de cas, puisqu'on disait qu'il y a 15 jours, on avait très peu de cas par rapport au reste. Pourquoi est-ce qu'on parle de troisième vague? Donc, c'était vraiment une fake news, donc il fallait absolument la combattre. Et les gens me téléphonaient en me disant, est-ce que vous pouvez donner vos chiffres? On expliquait, il faut expliquer pourquoi, justement, on en avait moins il y a 15 jours, et puis le mécanisme de solidarité, et puis que les fêtes font que ça va arriver. Donc, il y a d'un côté, le personnel, vraiment, je crois que c'est pire que d'être excédé, c'est quasi de renoncement, en disant on n'a plus le courage d'en plus expliquer à la population qu'ils sont en train de faire des conneries, quoi, clairement, pour être vulgaire. Et donc, c'est ça qui est terrible ici, c'est qu'il y a une espèce de renoncement dans la pédagogie de nos soignants qui continuent à faire leur propre travail en disant on va déjà faire ça. Mais oui, il y a de quoi sortir de ces gonds. Et plus encore, vous l'avez dit, les complotistes, on en a eu aussi quand on a commencé à dire qu'il faut se faire vacciner. On a vu tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire de manière très caricaturale, depuis que les gens se disent qu'ils vont peut-être avoir besoin d'un certificat de vaccination pour partir en vacances, là, les choses changent. Là, subitement, le vaccin devient quelque chose d'exceptionnel. Donc, il faut arriver à ça. On en rit jaune, effectivement. Mais si on doit faire ça, ce n'est pas le rôle de l'hôpital, mais effectivement, qu'on fasse ça pour que les gens le comprennent. Contre les anti-vaccins, je crois que le CHU a aussi une réponse particulière. Donc, nous avons fait deux choses. Nous avons d'abord pris les affiches de Covid Réinfo et on les a. Il y avait 20 informations sur l'affiche et on a été voir Michel Moutchen pour dire check-nous un peu. Michel Moutchen, c'est le professeur d'immunologie chef du du CHU. service d'infectiologie. Et donc, d'abord, il a démoli l'affiche sur les 20 informations. Il y en avait 17 qui étaient fausses, il y en avait une qui était juste et il y en a 2 qui étaient lacunaires. Donc, c'était plus ou moins juste, mais mal orienté. Et donc, avec lui, on a commencé un mardi sur 2, une vidéo qui est saison 1, épisode 8, c'était hier, où il explique l'état de la situation. Il ne parle pas de la vaccination en Belgique, dont on pourrait parler, mais qui a fait beaucoup de tort à la campagne de vaccination et qui en fait toujours, mais ça ne relève pas de nos experts, ça. Et lui, il explique où on en est avec le vaccin X, le vaccin Y et le vaccin Z. Et donc, il est d'une pédagogie exceptionnelle. Et du reste, le premier film qu'on avait seulement fait pour l'interne, parce qu'on voulait privilégier l'interne, tout le monde nous a demandé mettez-le en externe. Et puis c'est l'Académie qui a diffusé, l'Académie de médecine qui l'a diffusé en premier. Et donc maintenant, il est au 8 et ça connaît effectivement un beau succès. Au CHC, vous avez aussi des ripostes par rapport aux anti-vaccins, aux complotistes de tout poil? Je pense que la pédagogie est peut-être la meilleure arme. J'espère que l'avenir donnera tort aux anti-vax, mais un vrai anti-vax, vous ne pourrez pas le convaincre, me semble-t-il. Ça, c'est vrai aussi. Je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions sur le Facebook de la Maison de la Presse et de la Communication. J'en ai déjà reçu quelques-unes, on va y répondre. On va juste terminer avec l'une ou l'autre question ce débat, et puis après on passera aux questions-réponses de nos téléspectateurs. Alors, on sait quand même que vous êtes 3 centres hospitaliers qui sont évidemment collègues, mais néanmoins concurrents. Donc, est-ce que je peux vous demander si cette crise vous a rapproché ou bien vous a éloigné? Il faut savoir que depuis, à l'initiative de la ville de Liège, depuis maintenant près de 6 mois, on a tous les jeudis midi, donc c'était encore aujourd'hui, on a des réunions de coordination des les 3 hôpitaux, mais aussi les plus petites institutions, la ville de Liège, la police et les médecins généralistes. Donc oui, il y a une solidarité qui s'est faite, c'est très important, d'échange d'informations. Et ce n'est pas, c'est vraiment, ça dure 1 heure et c'est chacun parle de ce qu'il a envie. On parle des chiffres évidemment, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, je pense que c'était important. On a parlé des transferts, donc parce que nous, avec une ambulance, le SATMU qui permet les transferts, on a ici aidé d'autres hôpitaux. D'autres hôpitaux nous ont aussi brillamment aidés quand ça s'imposait. Louis parlait tout à l'heure du professeur par rapport à la pédagogie. Ça, le centre universitaire peut le faire bien plus que le CHC ou nous-mêmes, puisqu'il y a vraiment des gens qui réfléchissent à tout ça. Donc il y a une complémentarité. Et quand on sait qu'on a transféré 200 patients en dehors de notre province à la 2e vague, heureusement que les 3 centres, et j'ai une petite pensée triste, en tout cas pour le CHC, parce que je suis sûr que le service communication avait fait énormément de choses pour le transfert et pour l'inauguration du nouveau bâtiment, et que tout ça est tombé à l'eau. On reste des êtres humains, on reste des travailleurs, et quand on sait l'application que ça, c'est toujours dommage. Donc oui, on ne vit pas sur une île déserte, donc on travaille. Concurrence, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, nous avons chacun nos priorités, chacun nos valeurs, mais dans une crise comme celle-là, je pense qu'on les a franchement surpassées.
Il est vrai que vous, c'est tombé à un extrêmement mauvais moment, hein, puisque vous deviez déménager 3 hôpitaux en un seul, en pleine urgence. Ça vous a un peu frustré ? Je dirais a posteriori, on a quand même déménagé 3 hôpitaux dans un contexte de pandémie mondiale et finalement c'était une bonne chose. On a augmenté notre capacité d'accueil en soins intensifs juste avant la déferlante. Je ne sais pas ce qui serait passé si on ne l'avait pas fait à ce moment-là. Je ne sais pas où on serait maintenant. Donc, mais frustré de ne pas pouvoir fêter le premier anniversaire, puisqu'on vient de le fêter en interne, mais voilà, on voudrait faire une plus grande fête, mais ce sera plus tard, pour ça pour plus tard. Louis Marette, est-ce que donc cette communication de crise, on l'a vu, on ne l'apprend pas dans les livres, mais à un moment donné, on va faire un débriefing de ça. Qu'est-ce qu'on va en retenir ? Il ne faut pas dire qu'on n'apprend pas dans les livres. Dans nos cours de communication, on a eu des cours de communication de crise. Et moi, j'ai fait une formation de journaliste et je peux vous dire que nous avions eu un cours de communication de crise. Et d'ailleurs, je pense que dans la communication de crise, il est important d'avoir un réflexe journalistique. Parce que dans la communication de crise, on ne fait pas du marketing. Dans la communication, c'est du marketing, mais dans la communication de crise, on donne de l'information. Et la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'information par omission. Donc on ne vous dira pas tout. Mais on répondra à vos questions. Ce que vous avez fait en ne donnant pas le nombre de décès, par exemple. Mais normalement, à la question que le journaliste nous pose, il a une réponse qui est objective et vraie. Pourquoi ? Parce qu'en communication de crise, et c'est vrai au niveau parlementaire comme au niveau des institutions, il y a une commission parlementaire qui peut revenir derrière en disant « mais vous avez dit ça et vous avez dit ça ». Et donc, en période de crise, où ça touche vraiment ce qu'on a connu, bon, on en connaîtra juste toujours du bois, plus une comme ça, c'est des réflexes journalistiques que doit avoir le communicateur. Moi, je dis, on ne fait pas de marketing sur la crise sanitaire. Et les hôpitaux ne l'ont globalement pas fait, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'en termes de politique aujourd'hui, quand on voit comment ils négocient comme des charretiers pour voir les mesures à prendre, ben c'est du marketing, ce n'est pas de l'information. Et ça pose un problème de crédibilité des experts. Les experts, ils en ont marre, ils remettent des rapports, et puis après, ils laissent les politiques gérer. Vous avez retenu des leçons, vous, de cette crise déjà, ou bien il est trop tôt ? Des leçons, bien entendu, et puis surtout, toutes les procédures qui ont été établies, elles doivent rester quelque part. Et ce qu'on est occupé à faire pour l'instant, c'est un plan d'urgence pandémie, avec un virus de ce type-là, évidemment, mais on doit bien sûr structurer tout le travail qui a été fait depuis 1 an, et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, parce que des pandémies, on nous en annonce encore d'autres, donc il vaudrait mieux s'y préparer. Donc vous aussi à la Citadelle ? Oui, plus globalement, puisqu'ici on a la Maison de la Presse, c'est dire aussi que tous les journalistes qu'on a eus depuis 1 an, ça a montré aussi, au-delà de la pandémie, c'est l'importance de notre système de soins de santé, l'importance de l'ADN des soins de santé, c'est-à-dire ceux qui le font. Et ça, on espère qu'après la crise, il y aura toujours des répondants au niveau de la presse, pas autant, évidemment, mais c'est important de continuer à expliquer ce que c'est un hôpital, ce qu'on y fait. En plus, il y a énormément de métiers. Il y a plus de 200 métiers, par exemple, la Citadelle. Donc, ça veut dire que c'est une ville dans la ville. Et tout ça, on veut que les gens se rendent compte de ça. L'hôpital n'est pas né il y a 1 an, juste pour 1 an, et puis on referme les portes. Non, il est là en permanence, 24/24, 7 jours sur 7, quand la vie continue. Et ça, on l'a vu en deuxième vague. Le confinement n'était pas total, mais partiel. Donc, les hôpitaux ont travaillé sur beaucoup d'autres choses que simplement les Covid. Et ça, c'est vraiment important pour nous, le message à faire passer. On doit continuer à défendre les soins de santé et en parler. D'ailleurs, pour prolonger exactement ce qu'il dit, je pense que les journalistes ce serait bien utile qu'ils fassent un état des lieux sur les promesses qui ont été faites de revalorisation du personnel infirmier et de voir ce qui, un an après, a été fait. Donc, il y a eu un fonds blouse blanche, mais le fonds blouse blanche est lié au nombre d'engagements qu'on fait, mais il y a pénurie, donc on ne sait pas faire des engagements. Et donc, la revalorisation, et dans les écoles, à la réinscription en septembre, il y a beaucoup moins d'élèves infirmiers. Donc, le problème va se poser sur la longue durée. Et donc, il faut absolument qu'on revalorise financièrement, mensuellement, le salaire poche du personnel infirmier. Et si on n'a pas de réponse à ça, la prochaine crise sera aussi dramatique que celle-ci. Vous me tendez la perche pour cette première question, en fait, d'un de nos téléspectateurs, Olivier. On a beaucoup lu que c'était autant une crise politicienne
européenne liée au détricotage des soins de santé depuis 40 ans qu'une crise sanitaire. Vrai ou pas? Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que... Parce qu'on dit ça souvent sur le nombre de lits. En fait, si vous prenez les moyennes européennes, l'Italie, où le problème a été important en première vague, le nombre de lits de soins intensifs par 100 000 habitants est à la moitié de la moyenne européenne. En Allemagne, c'est le double de la moyenne européenne. Et la Belgique est dans la moyenne européenne. Alors on peut dire, oui, mais on n'a pas fermé de lits, mais on n'en a pas ouvert non plus. Et la question, c'est est-ce qu'on doit ouvrir des lits de soins intensifs pour la pandémie, qui est peut-être la pandémie du siècle. Donc ça voudrait dire que nous, en deuxième vague, on aurait dû ouvrir 200 lits supplémentaires en province de Liège de lits de soins intensifs qui n'auraient pas nécessairement servi. On est passé à travers la deuxième vague grâce au transfert, mais on y est passé. Donc on ne conditionne pas la taille de l'égout sur la crue du siècle. Et donc il n'y a pas de raison d'ouvrir 1000 lits supplémentaires à Liège. On a 3 hôpitaux qui sont bien servis. Le public liégeois est gâté par rapport à d'autres. Et donc je ne pense pas que ce soit un problème structurel de lits. C'est un problème de personnel. Et pour corroborer ce que Louis dit, la force des images de nouveau par rapport aux médias, c'est cet hôpital construit en 10 jours à Wuhan. Et donc les gens ici aujourd'hui disent pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des nouveaux hôpitaux? Là je rejoins Louis. Il n'y a pas eu de problème de lit. Il y a 900 lits à la Citadelle. Il y en a beaucoup plus encore au CHU et autant au CHC. On avait des lits vides. Le problème n'est pas là. C'est les gens qui sont à côté. Et donc, gros problème au niveau des infirmiers. Essentiellement, c'est là aujourd'hui que le bas blesse. Puisque lorsque vous avez quelqu'un qui est sous ECMO, le respirateur, il va falloir 24 heures sur 24, un infirmier ou une infirmière qui est à côté. On ne les a pas, et plus dramatiquement, ils n'existent pas sur le marché, et ça, on semble l'oublier. Et le fonds blouse blanche, effectivement, on en parlait. Alors les journalistes ont l'impression, parfois, on annonce des millions, et on se dit, waouh! Mais quand vous prenez les millions, vous les divisez par 100 hôpitaux, vous divisez par autant d'équivalents temps plein, c'est peanuts. Et donc, effectivement, s'il y a des leçons à tirer demain ou après-demain, c'est est-ce qu'on va les refinancer, mais de bonne manière. Ça ne sert à rien de construire un nouvel hôpital. Effectivement, on est bien lotis ici. Une question de Céline. Face à une crise qui a touché au moins les 3 hôpitaux liégeois, vous êtes-vous concerté pour aligner la même communication externe face aux citoyens? Marianne Lebrun, est-ce que vous êtes concertée pour avoir une même voix par rapport à l'extérieur? Je pense qu'on a eu des initiatives communes, mais une vraie concertation, honnêtement, je ne me suis pas occupée directement des relations avec la presse, donc je ne voudrais pas donner une fausse réponse, mais on a eu des initiatives communes. Il y a eu des concertations entre vous? Nous avons eu une action commune avec l'intercommunal des eaux qui a donné de la subvention, et on a fait une communication commune sur nos camions, je m'en souviens bien, donc on utilise aussi des médias inhabituels. Mais pour le reste, ça dépend fort. D'abord, l'appel journalistique, dans 95% des cas, est un appel urgent. Donc, il est déjà difficile de se concerter. Est-ce que tu l'as pris, tu ne l'as pas pris? Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de concertation au jour le jour sur qui va prendre quoi. La deuxième chose, c'est que nos médecins ou nos membres du personnel, quand vous avez 6 ou 6 000 personnes dans le personnel, il y en a tous qui connaissent un journaliste. Hein, surtout à Liège, oui, c'est statistique. Et donc, ils viennent aussi, vous ne savez pas comment. Alors le personnel chez nous dit vous devez passer par le service communication, et donc ils arrivent. Et donc il n'y a pas eu de concertation, mais le message n'était pas nécessairement toujours le même. Et donc voilà, moi j'ai pas de problème avec ça. On n'est pas non plus dans une communication top-down où tout le monde doit dire la même chose. Il n'y a pas d'ennui avec ça. Hein. Et puis aussi, il faut bien savoir que le journaliste qui a une requête l'a fait dans les 3 hôpitaux en même temps, et c'est le premier qui répond. Qui aura l'interview ou qui aura l'article. Ou on attend les 3 réponses aussi. Ça arrive aussi. Donc ici, une question un peu plus touchy de Marc. Est-ce que les 3 hôpitaux ont été traités de la même manière par la presse lors des différentes sollicitations? Est-ce que vous avez l'impression qu'un hôpital a tiré plus son épingle du jeu qu'un autre? Là,
poser les questions aux journalistes en eux-mêmes, parce qu'eux seuls savent où ils sont allés. Mais globalement, moi, je n'ai pas de problème. Je ne vois pas qu'il y ait eu un hôpital ou un autre qui a été privilégié. Chacun a fait son travail. C'est notre job, de toute façon. Et donc, je pense que l'essentiel, surtout, c'est que le message véhiculé, même sans se concerter, était finalement le même. Et on s'est retrouvé dans une pandémie exceptionnelle. Et c'est ce que je disais, les soins de santé, c'est un et unique. Et donc, nous avons distillé, certes de manière différente, mais les mêmes messages. Et donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a tous été logés à la même enseigne. Et de nouveau, je le redis, une presse bienveillante, dans le bon sens du terme, qui était là pour essayer d'expliquer. Et j'ai eu aussi, je tiens à le dire, moi, mais je pense que vous aussi, à un moment, on est revenu à certains slow journalisme. Et donc, avec des gens qui sont restés un jour, 2 jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans le cas de films. Et ça, c'est important. Parce que quand on est dans la dictature de l'immédiateté des réseaux sociaux, avoir des journalistes qui vont se poser pendant un nombre d'heures ou un nombre de jours, ça fait aussi un bien fou parce qu'on a le temps d'expliquer. Et ça, les professionnels de la santé apprécient. Parce que quand un journaliste vient en disant en 30 secondes, expliquez-moi ce qui se passe, c'est compliqué pour un professionnel de la santé de le faire. Quand on lui laisse plus de temps, je pense que là, il y a du win-win. Voilà, les autres questions que nous avons reçues, nous y avions déjà répondu et on arrive malheureusement tout à la fin de cette émission. Et voilà déjà 50 minutes que l'on parle, c'est assez amusant. Mais voilà, est-ce que vous avez, pour terminer, peut-être vous demander à chacun si vous avez l'impression que votre métier va changer par rapport à ce qui s'est passé maintenant? Est-ce que vous allez avoir soit de meilleures relations avec la presse, avec le public, ou bien est-ce que vous allez avoir à un moment donné de petites dépressions, je vais dire, d'être sur la brèche non-stop jour après jour, et puis que, on le sait, hein, la presse, elle ira sur un autre sujet lorsque cette crise sera terminée? Vivement qu'elle soit terminée. Donc d'abord, on a réorganisé tout le travail. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui a été fait. Donc on travaille la moitié de l'équipe en télétravail. Donc c'est déjà un changement. Nous avons une équipe de 6 personnes. Mais il y en a 3 qui sont en télétravail. On travaille en binôme. Il y a ceux qui travaillent de chez eux, ceux qui travaillent... Donc ça a déjà changé beaucoup. Deuxième chose, on a axé beaucoup sur la com interne. Donc on a multiplié les messages vers le personnel. Ça aussi, ça a changé parce que le personnel était devenu la cible numéro 1. Troisième gros changement, c'est l'arrivée des réseaux sociaux avec toute cette nécessité de sans cesse démentir les fake news. Ça a changé et ça va rester. Alors vivement que l'actualité nous quitte, parce qu'on constate que ce sont les messages relayés par des groupes Facebook qui font que les choses s'emballent. Et alors ça partage des experts désignés par eux-mêmes, et donc ça part dans des délires. Et donc nous, globalement, on a un avantage, et l'avantage, c'est qu'on est dans l'hôpital universitaire. Et donc, il y a toute une série de personnes qui viennent à l'hôpital universitaire pour demander à rencontrer ces experts qui vont nous analyser l'impact des réseaux sociaux, la psychologie du personnel. Ils font une étude là-dessus. Ils font une étude sur le Covid. On a fait des 650 000 € de la Fondation Léon Frédéric pour des recherches spécifiques sur notre patientèle. Donc, tout ça fait et crée de l'engouement médiatique. Toujours positif, dire aux gens 650 000 € pour la recherche payée par eux, donc c'est les dons des citoyens. Et donc on avait toujours une communication positive à rétorquer à ces réseaux sociaux qui nous balançaient souvent n'importe quoi. Au CHC Montlégia aussi, le travail va changer ? Je ne pense pas que le travail va changer. J'espère qu'il va reprendre un cours un peu plus normal. Les réseaux sociaux, on travaillait déjà beaucoup avec les réseaux sociaux, donc on va continuer. Par contre, je pense que les habitudes de travail vont peut-être changer. Vous parlez du télétravail? Voilà, nous aussi, comme c'est demandé au niveau du fédéral, si c'est possible, on télétravaille. Donc, je pense que c'est les habitudes de travail qui vont changer. Et Antoine Gruselin, pour le CHR Citadelle, est-ce qu'on sera content quand cette crise sera terminée ? Oui, on sera content, mais bon voilà, je dis, après c'est notre métier et les choses ont déjà évolué ici parce que moi j'ai travaillé en binôme complet avec Aurélie Milis, qui est la responsable communication, qui à la base était plus sur de l'interne, mais on se rend compte aujourd'hui que faire une différenciation, un distinguo entre la communication interne et externe n'a plus beaucoup de sens parce que tout est dans tout est lié, et donc effectivement on doit beaucoup plus travailler, et donc là on a mené ça de front, et on se le disait tout à l'heure, vous demandiez un peu par rapport aux journalistes, et
et moi, on se faisait la conclusion en disant on a recréé énormément de liens avec les journalistes et très respectueux. Louis le disait tout à l'heure, tout le monde connaît un journaliste sur la place, donc tous les médecins connaissent bien. J'ai beaucoup de journalistes qui, après avoir eu un appel ou après avoir contacté le médecin, nous appellent pour me dire, Antoine, par correction, je tiens à dire que j'ai eu tel médecin pour. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, la parole est libre, enfin, on est bien raccord. Mais donc, il y a vraiment eu, non pas de la connivence, mais un respect. Et je pense, je le redis, je pense qu'il faut que ça dure, parce qu'un hôpital a beaucoup de choses à raconter. Pas à ce rythme-là, évidemment, pas à ce rythme-là, mais on a beaucoup de choses à raconter. Nous sommes des gros employeurs de la ville de Liège. Et donc, tout ça doit être aussi continuer à être vu. Et maintenant, votre métier a changé. Votre métier a terriblement changé parce que finalement, les réseaux sociaux ne sont pas concurrents des hôpitaux, ils sont surtout concurrents de la presse. Et donc, nous, on vous défend dans le sens inverse en disant on a besoin de ces gens qui expliquent. Et c'est ça qui est fatigant parce qu'on doit toujours, nous, vous répondre en permanence quand c'est une pandémie comme ça, mais c'est tellement primordial au-delà pour la démocratie. Je crois que la communication doit être sur le rôle de la presse, justement. On n'a jamais eu autant besoin de journalistes que maintenant, de professionnels de l'information que les réseaux sociaux ne nous offrent pas. Et ça, c'est fondamental. Voilà, je ne peux que vous remercier pour cette conclusion, bien sûr, dans cette maison de la presse et de la communication, qui a justement compris qu'on était en fait dans le même bateau, hein, tous un journaliste et communicateur. Avant la crise. Avant la crise, d'ailleurs, oui, tout à fait. Donc, merci à tous, à vous trois d'abord, hein, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés. Merci à Electrovox aussi pour avoir assuré la technique de cette émission. Merci à tous et à la prochaine. Et merci à vous. Au revoir.